Bonjour mes amis, on va parler aujourd'hui de dissonance cognitive. On a déjà parlé dans quelques vidéos précédemment. Aujourd'hui, c'est une vidéo complète dessus. C'est un outil qui est extrêmement puissant pour te manipuler et pour te mettre dans le brouillard. On va voir aujourd'hui 5 situations dans lesquelles ton père narcissique a utilisé ceci et on va voir que ça a eu un drôle d'effet sur toi. Je pense que tu seras surpris en écoutant les exemples parce que, à mon avis, tu les as déjà entendus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dissonance cognitive? Ce sont des pensées qui sont vraies, mais qui sont en contradiction. Et ça peut créer une tension en toi. Ça crée un dilemme parce que tu sais pas exactement quelle chose choisir ou dans quelle direction aller. Le pervers narcissique l'a bien compris. On va voir dans les exemples qui suivent, je pense que tu seras épaté de voir à quel point il a été malin par rapport à ça. Parce qu'il peut complètement t'emprisonner là-dedans et te mettre dans le brouillard. Encore une fois, cette tension qui va être créée dans le cerveau, qui sera désagréable et qui va te fatiguer. On aura par exemple en nous ce genre de dilemme. Il me critique, mais il veut qu'on se marie. Ou alors, il m'aime, mais il me rabaisse. Ce sont des choses qui sont à l'opposé, pour autant qui cohabitent simultanément au même endroit. Ça va justifier leur comportement, ça va leur donner des excuses, et ça va venir nous mettre, nous, dans le flou. Avant de démarrer cette vidéo, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous, et si votre situation est particulière, appelez une personne de mon équipe, ils sont là pour ça. Alors, tout d'abord, il va falloir préparer le terrain. On ne peut pas arriver devant quelqu'un et le mettre en dissonance cognitive immédiatement. Il va falloir faire des choses avant ceci. Ils vont faire plusieurs choses et on va les lister une à une. Première chose, ils vont commencer par vous remettre en question sur votre santé mentale avec des phrases comme par exemple « tu devrais aller voir un psy » ou « est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais ce genre de problème précédemment ?» Deuxième chose pour préparer le terrain, ils vont y aller au bluff. Ils vont par exemple faire beaucoup d'affirmations sur des choses que vous voulez entendre, mais ensuite leurs actions ne correspondent pas du tout à ce qu'ils ont dit. Ils vous disent quelque chose et derrière ils vont faire le contraire. Et ils vont regarder si vous êtes capable d'accepter ceci ou pas. Ils vont faire du chaud et du froid, un jour gentil, un jour atroce, et à chaque fois que ça va recommencer, ce sera un petit peu plus compliqué. Et vous allez devoir vous battre un peu plus à chaque fois pour obtenir un signe d'amour. Leur objectif, c'est de vous montrer que vous êtes extrêmement chanceux d'avoir quelqu'un comme eux à leur côté. Ils t'ont peut-être même déjà dit des phrases comme « je suis parfait, je suis parfaite, je suis une personne géniale ». Ou alors, si c'est une femme, elle va peut-être dire « tous les hommes me draguent » ou alors l'inverse « toutes les femmes veulent me séduire parce que je suis génial ». Ensuite, il va arriver l'isolement. Bah oui, forcément. Quand on veut vous faire croire quelque chose qui est complètement faux, si jamais vous avez d'autres personnes qui vous défendent ou qui vous mettent dans l'arrêté, ça ne fonctionne pas. Il faut donc vous mettre seul le plus possible, de manière à ce que personne ne les contredise. Ils vont après ça s'attribuer le mérite des autres. Lorsque quelqu'un réussit quelque chose, ils vont dire que c'est eux qui l'ont fait. Quand vous réussissez quelque chose, quand vous avez une augmentation, ils vont dire que c'est parce que vous avez beaucoup d'amour à la maison, ou parce qu'ils sont là, ou parce qu'ils vous soutiennent, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Ils vont aussi venir vous dénigrer, ils vont vous rabaisser sur vos défauts, ils vont minimiser vos qualités pour que vous vous sentiez de plus en plus dépendant d'eux. Ils vont aussi faire des mensonges en continu. Alors on peut se dire pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique ment tout le temps, même sur des toutes petites choses qui sont insignifiantes. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est pour affiner leurs mensonges. Est-ce que lorsqu'ils vont de plus en plus loin dedans, est-ce que ça fonctionne toujours? Ils vont voir votre retour par la suite et ils vont savoir quels sont les mensonges que vous allez croire et quels sont ceux que vous n'allez pas croire. Et puis après ça, ils vont vous conditionner à accepter docilement tous les mensonges. Au début, vous allez refuser, vous allez crier, vous allez dire que c'est n'importe quoi, que c'est un mensonge. Et puis au bout d'un moment, ils vont tellement mentir que vous allez finir juste par accepter. Lorsque ce travail était bien fait par votre pervers narcissique, alors vous êtes prêt à tout excuser. Et ils vont pouvoir mettre en place ces fameuses dissonances cognitives. Voici une première dissonance cognitive qui est assez classique. Il me dévalorise ou elle me dévalorise, mais elle a eu une enfance difficile. Il me dévalorise, je n'aime pas ça, mais comme il a une enfance difficile, je dois l'accepter. Dissonance cognitive. Alors, remarquez une chose, c'est que si cette personne avait été comme ça depuis le début, vous ne l'auriez pas accepté. Ça veut dire qu'il a fallu un lavage de cerveau qui a duré des mois ou des années pour que vous commenciez à accepter ce genre de mauvais traitement. Il a aussi fallu que ce soit graduel, que ça se crante, que ça aille de plus loin à chaque fois. Du coup, vous avez une excuse pour accepter son comportement. Il peut faire n'importe quoi, vous êtes bloqué, vous avez une justification. Finalement, je pense qu'il m'aime, mais c'est comme il a eu cette enfance difficile qu'il est comme ça au quotidien, et donc je dois le pardonner. En réalité, c'est un adulte qui est responsable aujourd'hui. Ok, ton enfance conditionne un peu ton âge adulte, mais ensuite tu as le choix de devenir meilleur, le choix de faire une thérapie, le choix d'être bon et bienveillant avec les autres. Autre chose intéressante, c'est que souvent si tu vas voir les parents de cette personne qui te dit qu'elle a eu une enfance difficile, ou si tu vas voir les frères et sœurs, ils vont pas te dire ça du tout, ils vont te dire non, il a eu une très belle enfance, ça s'est bien passé. Donc il faut vérifier, encore une fois,
toi si c'est réel ou pas. Autre dissonance cognitive, si je pars, ce sera la catastrophe. C'est ce qu'on appelle de l'investissement émotionnel. Au final, on se dit, c'est pas si mal, il y a quand même des actes de gentillesse, et ce qu'il faut savoir, c'est que même une personne qui est complètement tyrannique sera gentille de temps en temps. Même un boss, un patron qui est atroce, et bien peut-être qu'un jour sur deux, il aura des actes de gentillesse. Et donc, on va se baser sur les quelques éléments de gentillesse ou de bienveillance ou de positif dans le couple pour se baser dessus. Et on va se dire, soit je reste ici et je suis triste, soit je pars et je serai probablement encore plus triste. Autre point, que penseront les autres ? On peut se dire des phrases comme que j'ai déjà eu en coaching. Je peux tout supporter moi, je suis dur au mal, je suis résistant au mal, mais je dois juste protéger mes enfants. Ou alors, que penseront mes parents si j'échoue cette relation ? Mes parents qui me disent que j'échoue toujours tous mes couples, qu'est-ce qu'ils vont dire par la suite ? Ou alors mes amis vont penser que c'est de ma faute si ça fonctionne pas. Autre exemple, c'est lui qui paye tout. Comment est-ce que je vais m'en sortir sans lui ? Comment est-ce que lui va s'en sortir sans moi si c'est moi qui paye tout ? Ou alors, est-ce que je vais pas perdre le confort que j'ai aujourd'hui ? Alors certes, c'est vrai que il m'insulte au quotidien, c'est l'enfer, mais si jamais je pars, est-ce que je vais pas perdre un peu du confort que j'ai aujourd'hui ? Remarquez que quand on parle de manipulation, l'argent est un excellent facteur pour y arriver. Il connaît probablement vos comptes par cœur, que ce soit lui qui vous entretienne ou que ce soit vous qui l'entreteniez. Il connaît vos comptes par cœur, il connaît vos revenus, il sait ce que vous avez de côté. Vous par contre, dites-moi en commentaire si c'est vrai, vous ne savez pas du tout, pas trop ce qu'il gagne, ni même ce qu'il a sur ses comptes bancaires. Donc le pervers narcissique va se mettre dans une position où il peut contrôler l'argent et les dépenses, que ce soit le vôtre ou le sien. 5e point, tu auras ceci quand ça se passera mieux entre nous. C'est ce que j'appelle la carotte impossible à avoir. Typiquement, on va se marier lorsqu'il y aura moins de disputes. Mais en réalité, c'est lui qui crée les disputes. Donc toi, tu te dis, il faut que je fasse des efforts. Si je veux qu'on arrive à se marier, il faut que je fasse moins de disputes, sauf que lui en crée tout le temps. Et donc dans ton cerveau, c'est la pagaille. Tu sais pas comment éviter ces disputes que lui crée au quotidien. On emménagera ensemble quand tu feras des efforts. Oui, mais ça veut dire quoi faire des efforts ? Il faut que je fasse quel effort ? Sur quoi précisément ? Et dans combien de temps on mesurera ces efforts pour savoir si j'ai réussi ou pas ? Et encore une fois, ça fait retomber la faute sur toi. Au final, tu as un épuisement qui est gigantesque et tu sais peut-être même plus reconnaître le bien du mal, ce qui a été mon cas au bout d'un moment. J'étais juste dans le brouillard, je ne savais plus ce qui était juste ou pas juste. Alors comment faire pour s'en sortir ? Il faut comprendre déjà que ça vient de quelque chose qu'on accepte. Probablement de la dépendance affective ou de la codépendance affective, mais aussi peut-être un manque de confiance en moi. On peut se dire des phrases qui sont atroces, comme « j'ai déjà bien de la chance d'avoir rencontré cette personne », ou alors « et si ensuite je ne rencontrais plus personne parce que personne ne voudrait de moi ». On peut aussi se dire des choses comme « je suis une personne gentille, alors je pardonne ». En fait non, être gentil c'est pas accepter de se faire insulter. Être gentil c'est mettre de la bienveillance à ceux qui le méritent et savoir dire stop à ceux qui ne le méritent pas. Il faut reconnaître aussi que tous les torts ont été mis sur nous aujourd'hui. Par exemple, l'autre te rappelle que tu as eu un mauvais comportement il y a 3 ans et il te le rappelle en permanence et du coup il te permet n'importe quoi parce que tu as été délirant ou déconnant il y a 3 ans ou 2 ans parce que tu as par exemple dit une insulte qui est hors de propos, le pervers narcissique va se permettre tous les jours de toute ta vie de te le rappeler. Un acte va mener à 365 jours fois des années de moments où il va te le rappeler, ce qui n'est pas normal. On peut aussi se penser responsable en se disant « je suis responsable de ce qui m'arrive parce que c'est moi qui ai choisi cette personne et c'est moi qui accepte ça aujourd'hui ». En accompagnement, en coaching ou avec un thérapeute, il est important de venir déconstruire chacune des excuses et chacune de ces justifications, une à une, pour réaliser que se comporter de cette manière, c'est inexcusable. Certaines personnes partent juste sur une phrase négative, une phrase. D'autres sont capables d'accepter de se faire dénigrer pendant des années. Combien de phrases avez-vous pardonné ? La justification, c'est cette colle, c'est cette glu qui te maintient dans la relation aujourd'hui. Je vais finir cette vidéo sur un exemple que j'ai déjà donné il y a quelques mois sur cette chaîne YouTube. Un couple est dans une voiture, l'histoire est vraie, je l'ai eu en coaching. Un couple est dans une voiture et la fille dit à son copain, alors qu'ils sont dans l'amour parfait, alors que tout se passe bien, alors qu'ils sont super heureux, alors que leurs enfants s'entendent à merveille, alors que tout va pour le mieux du monde. En voiture, elle s'énerve et lui dit « Je me demande ce qui me retient de te taper dessus ». Elle ne passe pas l'action, mais elle lui dit ça. L'homme met le clignotant à droite, il la dépose à la gare, il lui dit « Plus jamais on se verra ». Il l'a quitté sur « Je me demande ce qui me retient de te taper dessus ». Parce qu'il a dit « Je ne veux pas de violence, ni même entendre une phrase qui parle de violence ». Et au bout de quelques années de relation, elle est partie sans comprendre ce qui s'était passé. Donc des personnes partent sur une phrase. Combien de phrases, toi, tu as entendu ? Combien de choses tu as supportées pour rester encore là-dedans ? Combien de fois tu as justifié l'autre ? Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.